Salut, ici Bertrand Godin, bienvenue à Plein mon casque. Aujourd'hui, on a un journaliste qui œuvre depuis 1988, qui a vu toutes sortes d'événements, que ce soit des Jeux olympiques et bien entendu des Grands Prix. Philippe Crépeau est avec nous. Je suis très heureux, Philippe, que tu aies accepté l'invitation à Plein mon casque. Ah, ça me fait plaisir, Bertrand. Je suis content de te revoir. Tu fais tellement partie du paysage sportif, cette passion pour le sport et le journalisme. Comment ça a débuté dans ton cas? D'abord, ça a débuté il y a longtemps. En fait, moi, j'ai le grand bonheur de travailler pour la Société Radio-Canada et c'était mon objectif de carrière de travailler au sport à Radio-Canada. Donc, j'ai été chanceux. Parce que quand j'étais petit, j'écoutais le sport à Radio-Canada, les Jeux olympiques, les Grands Prix de F1. Il y avait beaucoup de sport à l'époque à la télé de Radio-Canada. Et j'avais une fascination pour ceux que j'appelle maintenant mes illustres prédécesseurs, toute cette génération des commentateurs sportifs à Radio-Canada qui nous faisaient rêver. Parce qu'ils voyageaient beaucoup et parce qu'on les voyait souvent. Alors, c'était bien sûr René Lecavalier au hockey, jusqu'à Jean Pagé, que tu as bien connu, qui commentait la F1 avec Jacques Duval. Enfin, bon, toute cette génération de commentateurs m'a fait rêver. Le sport à Radio-Canada m'a fait rêver. Mais j'étudiais pas là-dedans, hein. Je pensais pas du tout faire ce métier, mais je regardais la télévision et le sport à Radio-Canada. Sauf que je faisais des études classiques et je me souviens très bien, j'avais dit à ma maman un jour, j'aimerais donc ça faire ce métier-là, mais bon, c'est pas pour moi parce que je me dirige vers quelque chose de plus classique. Mes parents étaient des professeurs à l'école et à l'université, donc je me dirigeais plus vers une carrière classique. Et c'est au cégep, j'ai fait une année de cégep, et c'est là où j'ai pris des cours que j'avais pas eu l'occasion de prendre avant, des cours de cinéma, de télévision, apprendre à découvrir ce milieu-là. Et c'est là où je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais éventuellement faire ça. Et c'est là où j'ai commencé à y réfléchir sérieusement et je me suis dirigé, je me suis renseigné à savoir comment je pouvais faire pour faire ce métier-là. Et c'est grâce à l'école Promédia, on l'appelait à l'époque l'école de diction et d'élocution Promédia, dirigée par Pierre Dufaux. Et c'est Pierre qui fait partie donc de mes illustres prédécesseurs. C'est Pierre qui m'a appris le métier à l'école Promédia et c'est là que tout a commencé. Donc, un autre icône de la télévision. Il y en avait beaucoup à Radio-Canada à l'époque, hein, parce que il n'y avait pas cette multitude de chaînes, de stations de TV, il n'y avait pas RDS. Donc tous ces gens-là, il y avait des hommes à l'époque, il n'y avait pas encore Marie-Josée Turcotte qui vient de prendre sa retraite. Et tous ces hommes-là, moi, j'étais fasciné parce que, comme je le disais tantôt, ils voyageaient beaucoup, puis ils nous décrivaient toutes sortes de sports, y compris la Formule 1. Donc voilà. Alors, en effet, c'était des icônes que j'ai pu côtoyer. Moi, je suis très privilégié, Bertrand, d'avoir fait partie de la deuxième génération, en fait, des commentateurs sportifs, journalistes sportifs à Radio-Canada. J'ai connu les pionniers, donc René Lecavalier, qui était en toute fin de carrière quand j'ai commencé. En fait, non, il était déjà à la retraite, mais il venait nous voir de temps en temps, puis il participait à des émissions encore. Richard Garneau, et puis tous ceux qui ont suivi, Lionel Duval. Et ils sont arrivés des petits jeunes, et j'ai fait partie de cette génération-là. Et donc, et j'ai grandi donc en me nourrissant non seulement de la culture sportive de ces hommes-là, mais également du talent qu'ils avaient pour bien communiquer leur sport avec cette diction impeccable, ce vocabulaire, cette richesse de
de connaissances et de vocabulaire. Et donc, je pense avoir appris à bonne école. Et comment ça s'est fait? Parce que on a beau rêver à Radio-Canada, c'est comme rêver à Ferrari, et j'imagine. Mais lorsqu'on se retrouve dans cette grande maison qui a marqué notre histoire de la communication, euh, comment tu t'es senti? Comment t'as vécu ça? En fait, ça a été tout un cheminement, hein. Je me suis pas retrouvé tout d'un coup au service des sports de Radio-Canada à Montréal. J'ai terminé mes études à Montréal. J'ai eu le grand privilège de pouvoir finir mes études à Paris en journalisme. Et c'est à Paris que je suis allé cogner à la porte de Radio-Canada, du bureau de Paris, qui était à l'époque beaucoup plus gros que le bureau d'aujourd'hui. Et ça m'a pris 6 mois. Au début, la porte est restée fermée. J'ai cogné plusieurs fois. Et j'ai envoyé une lettre au correspondant de l'époque, qui était Jean-François Lépine. Et Jean-François m'a dit, écoute, je passe ta lettre à notre directeur de l'information, puisqu'il y avait un directeur de l'information à l'époque à Paris. Et Monsieur Gascon, André Gascon, après quelques semaines, finalement m'a appelé en me disant, écoute, si tu veux le troisième poste de relève de journaliste pigiste, eh bien, tu es le bienvenu. Tu n'auras pas grand-chose à faire. Fait que si tu veux vivre, il faudra que tu trouves un autre emploi, mais en tout cas, tu peux commencer et voyons voir ce que tu peux faire. Et donc, j'ai commencé à Paris dans le journalisme. Évidemment, on faisait de l'information générale, hein. Un bureau à l'étranger, c'est pas du tout la même façon de travailler que dans une tête de réseau comme à Montréal pour le réseau français ou à Toronto pour le réseau anglais. Donc, au bureau de Paris, on avait le temps de proposer des sujets, de fignoler des sujets parce qu'on fallait pas nourrir la grosse machine comme on le fait aujourd'hui. Alors, j'ai appris mon métier au bureau de Paris tranquillement en faisant 1 ou 2 reportages par semaine ou aux 2 semaines, reportages radio, reportages télé de temps en temps. Et c'est de Paris que j'ai appelé le service des sports et j'ai dit, écoutez, je suis à Paris, je suis un petit Canadien exilé, je suis au bureau de Paris de Radio-Canada et je vous propose des sujets sport parce que c'est ce que j'aime. Et comme il y avait personne qui en faisait à Paris, j'ai pu développer ma relation de confiance avec le service des sports à Montréal. Et c'est comme ça que ça s'est développé. J'ai fait 3 ans à Paris. Après ça, j'ai eu la chance d'aller travailler 3 ans à Londres, en Angleterre, pour un réseau de sport, un réseau multilingue. Je travaillais en français. Et je continuais mes reportages pour Radio-Canada à Montréal, de Londres. Et donc, au bout de 6 ans en Europe, je suis revenu à Montréal et là, le service des sports m'a engagé. C'était au tout début des années 90. Là, le service des sports m'a engagé, mais on me connaissait puisque je faisais des reportages depuis l'Europe. Et en fait, à chaque fois que je prenais des vacances, je venais travailler à Montréal. Parce que vous savez, à 25 ans, on a tellement d'énergie qu'on n'a pas besoin de prendre de vacances. C'est plus la même chose à 60 ans. Mais quand on est jeune, on n'a pas besoin de prendre de vacances. Alors, toutes mes vacances, je les passais au service des sports de Radio-Canada Montréal. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître tous mes illustres prédécesseurs. Et quand je suis revenu à Montréal, donc, j'ai eu ma place. Pas tout de suite une place permanente, mais j'ai fait mes classes. Et puis, j'ai pu tranquillement intégrer cette belle équipe. Est-ce qu'il y avait une complicité justement entre les ténors et les petits nouveaux? Ça dépendait des ténors. Ça dépendait des ténors. Un qui m'a beaucoup aidé, en dehors de Pierre Dufault, qui lui, évidemment, de par son école, il connaissait plein de jeunes. J'ai été dans la promotion à Promédia, j'ai été dans la promotion de Chantal Maccabé, qui a été longtemps à RDS et qui est maintenant donc aux communications au Canadien de Montréal. Donc, j'ai connu Chantal à Promédia, également Sophie Thibault, chef d'antenne à TVA. Donc, à part Pierre Dufault, qui nous connaissait bien, évidemment, parce qu'on avait été ses étudiants, il y en a quelques-uns qui nous ont beaucoup aidés. Je pense notamment à Camille Dubé, qui faisait le pont entre les illustres prédécesseurs et les jeunes.
Mais bon, comme partout, hein, je veux dire, il faut faire sa marque, faut prouver qu'on a sa place, faut apprendre son métier très humblement et attendre les occasions. Et c'est ce que j'ai fait. Et tranquillement, ben, mon tour est venu. Jean Pagé également m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune. Il m'a donné d'excellents conseils. Il m'avait donné 2 conseils. Il m'avait dit, Philippe, je te vois aller là, puis tu sembles être celui qui veut défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Vas-y tranquillement, choisis tes batailles. Et il m'avait dit surtout, ne te bats pas pour une cause qui de toute façon se réglera au-dessus de ta tête. Alors, et ça m'a beaucoup servi et j'ai beaucoup appris en restant avec Jean Pagé. Il commentait, il lisait le bulletin de nouvelles entre, évidemment, l'animation de la soirée du hockey. Il lisait les nouvelles durant la semaine. Puis moi, j'étais jeune reporter à la salle des nouvelles, donc on se croisait. Lui était, bon, l'annonceur vedette qui présentait les nouvelles. Puis nous, on était derrière et on l'alimentait avec toutes sortes d'histoires. Et j'ai développé une belle complicité avec Jean. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, que j'ai toujours trouvé très gentil. Et surtout très calme. Il n'y a rien qui l'énervait, Jean. Il était toujours de bonne humeur. Bon, évidemment, il pouvait se fâcher de temps en temps quand ça allait pas. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé Jean. Donc, oui, l'adaptation s'est faite tranquillement, mais il n'y a jamais eu de, comment dire, il n'y a jamais eu de chicane ou il fallait de toute façon, vous savez, préparer une relève et mes illustres prédécesseurs, les uns après les autres, prenant leur retraite, ben, il fallait assurer derrière et continuer à faire vivre le service des sports. Et c'est ce que nous avons fait avec ma génération. Et ça, bon, ça t'a emmené partout à travers la planète pour vivre des événements extraordinaires. Lesquels t'ont marqué le plus, Philippe? Je veux dire, à Radio-Canada, c'est essentiellement notre mission olympique qui m'a amené à voyager. Donc, j'ai pu faire plusieurs Jeux olympiques sur place. Aujourd'hui, on en fait beaucoup moins sur place parce que la technologie nous permet de rester à Montréal et puis de présenter les Jeux olympiques comme si on y était. À l'époque, bon, tout était beaucoup plus lourd, la technologie étant moins développée, les outils étant moins miniaturisés, tout était très gros, très lourd, donc il fallait se déplacer pour faire un bon show, comme on dit. Alors, ça m'a amené en effet à me promener. Je suis pas allé partout, hein. Je suis allé au Japon, je suis allé en Russie, je suis allé aux États-Unis, enfin dans quelques pays. En Corée du Sud, les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Et ça, ce sont des événements qui marquent pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, les Jeux olympiques, c'est énorme. Et quand vous avez la chance d'en faire partie, ben, faut ouvrir les yeux puis profiter du moment. J'ai été impressionné par les Jeux de 2002 à Salt Lake City pour une toute autre raison, parce que c'était 6 mois après les tragiques événements du 11 septembre. Donc, il y avait une sécurité extraordinaire à Salt Lake City, une tension palpable. Les Américains étaient encore sous le choc, bien sûr, de ce qui s'était passé 6 mois avant. Donc, ça n'a pas été facile de travailler à Salt Lake City. Cela dit, il y a eu de belles histoires à raconter, parce qu'il y a eu des médailles canadiennes. En tout cas, ce sont les voyages olympiques qui m'ont marqué. Mais il y a aussi ma passion de la F1. Donc, j'ai pas fait beaucoup de Grands Prix à l'étranger, mais le fait de faire le Grand Prix du Canada à chaque année à Montréal, ça a été aussi, comment dire, certainement un grand moment de mes années à chaque année, il y avait le Grand Prix du Canada qu'il fallait couvrir. Et c'était important pour nous. Au début de ma carrière, Radio-Canada avait les droits. Donc, nous étions sur place. Les années 13, 14, 15. Bon, tu les as connus en Formule Atlantique.
15 et 16, l'arrivée de Jacques Villeneuve, on avait encore les droits. 97-98, partenariat avec RDS. Donc, j'ai pu travailler avec Pierre Roud. Et on a vécu, évidemment, le titre de Jacques Villeneuve. Et après ça, bon, ben, à titre de reporter, aller au Grand Prix du Canada, et on y retournera encore cette année. C'est toujours un grand événement. Alors, oui, c'est formidable de pouvoir se promener. Puis même si on se promène moins qu'avant, de pouvoir vivre de grands événements et d'offrir ça au public canadien, pour moi, ça n'a pas de prix. Dans tous ces athlètes que tu as rencontrés, puis là, bon, on va revenir avec le sport automobile, lesquels t'ont les plus impressionnés? Comme être humain et athlète, bien entendu, là, l'équilibre. Ben, il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, puis je suis en train de lui parler. C'est Bertrand Godin. Et je ne dis pas ça parce que tu es devant moi, Bertrand. Je dirais que les deux pilotes, pour parler de course automobile, qui m'ont le plus marqué, c'est Patrick Carpentier et Bertrand Godin. Pour la même raison, c'est que vous êtes d'une gentillesse extraordinaire, les deux. C'est dans votre tempérament. Je dis pas que vous êtes gentil en piste. Vous avez comme on dit, votre double face, là. Vous avez votre côté pilote en piste, vous êtes capable de vous battre. On l'a vu chez toi en Formule Atlantique, puis on l'a vu chez Patrick. Mais en dehors de la piste, vous êtes d'une gentillesse. Et pour nous, les médias, c'est tellement plus facile, c'est très agréable. Alors, pour la même raison, donc, Patrick Carpentier et toi-même, vous m'avez bien impressionné. Après ça, évidemment, il y a des exploits sportifs, purement sportifs, des athlètes en dehors de l'ordinaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personnalité de ces athlètes-là, faut reconnaître qu'il y en a qui sont exceptionnels. Toujours en course automobile, en Formule 1, souvent je me disais, et t'as de la chance de couvrir la F1 à l'époque de Michael Schumacher. Ça n'a jamais été mon pilote préféré, Michael Schumacher, pour toutes sortes de raisons. Je trouvais qu'il était trop, comment dire, trop chouchouté par Jean Todt, qui était le directeur sportif de l'époque chez Ferrari. Je trouvais c'était le système tous pour un. Tout le monde travaillait pour Michael Schumacher, également le pilote numéro 2. Je trouvais ça un peu trop. Mais il reste qu'il a un palmarès extraordinaire, il a fait de grandes choses. Et donc, je me suis souvent dit, t'as de la chance de couvrir la F1 alors que Michael Schumacher est en piste. J'avais dit ça beaucoup plus jeune quand j'allais au Grand Prix du Canada comme spectateur. J'ai vu Gilles en 81, en 81. Et je me souviens à l'époque, j'étais spectateur, hein. Je me souviens, je m'étais dit, hey, t'as de la chance de voir Gilles, parce que c'est vraiment un bon pilote, puis il est de chez nous. Bon, ça n'a pas duré longtemps, évidemment, mais donc c'est ça. Il y a vraiment des sportifs qui m'ont impressionné, des athlètes, devrais-je dire, parce qu'on peut tous être des sportifs, mais des athlètes de haut niveau, ça c'est beaucoup plus rare, et ça prend une volonté. Et puis il y a des athlètes olympiques qui m'ont marqué, pas forcément parce qu'ils ont gagné beaucoup de médailles, mais par leur ténacité, quand je vois des athlètes olympiques qui s'entraînent dans leur garage pendant 4 ans, sans aucune couverture médiatique, et qui se retrouvent aux Jeux olympiques et qui sont capables de gagner des médailles, je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est extrêmement motivant. Et on a la chance, nous, à Radio-Canada, de pouvoir côtoyer ces athlètes-là. Là, est-ce que tu parles de Maude Charron? Notamment, que tu connais bien, n'est-ce pas? Alors, Maude, oui. Elle nous a tous impressionnés. Et en effet, quand elle nous a dit qu'en raison de la pandémie, elle s'était entraînée dans son garage avec les moyens du bord et de l'avoir remporté sa médaille d'or, et je veux dire, ça ne peut que nous impressionner. Une médaille d'or olympique, Bertrand, c'est tellement difficile à gagner. C'est tellement difficile à aller chercher pour un ou une athlète qui gagne la médaille d'or. Il y en a combien qui essaient et il y en a combien qui s'entraînent et qui se rendent pas au bout pour toutes sortes de raisons, blessures ou démotivation ou manque de budget.
manque de budget parmi les athlètes olympiques. Alors, d'arriver comme ça jusqu'aux Jeux olympiques, il y en a pour qui c'est l'objectif de se rendre aux Jeux, et il y en a pour qui d'essayer de se rendre sur le podium, c'est l'objectif, et en plus de remporter une médaille, c'est extraordinaire. Moi, j'ai le grand bonheur depuis quelques années de commenter le judo et la lutte aux Jeux d'été et le ski alpin aux Jeux d'hiver. Quand je vois Catherine Beauchemin-Pinard remporter une médaille de bronze en judo, on a vu Antoine Valois-Fortier remporter une médaille à Londres. Je n'y étais pas, mais bon, il a remporté une très très belle médaille. Il est aujourd'hui entraîneur national. Jessica Klimkate, l'ontarienne, la judoka ontarienne qui est championne du monde et médaillée de bronze également aux Jeux. Je veux dire, c'est exceptionnel. Alors, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir suivre ces athlètes-là, et c'est la mission que moi je me donne entre les Jeux olympiques, parce que vous savez, pendant les Jeux, je veux dire, il y a beaucoup d'heures d'antenne, on vous montre des tas de choses pendant les Jeux. Je veux dire, on fait, je pense, 16-17 heures d'antenne par jour pendant les Jeux olympiques, mais entre les Jeux, on a beaucoup de mal à suivre nos athlètes olympiques. Alors moi, je me fais un devoir, selon, je veux dire, nos moyens, en fonction de nos moyens et en fonction des plateformes que nous utilisons au sport, donc radio, télévision, web, je me fais un devoir de faire un suivi de ces athlètes-là, de les garder dans l'actualité et de les accompagner, parce que ça leur fait du bien aux athlètes de pouvoir raconter aux gens ce qui se passe entre les Jeux olympiques. Ils se sentent pas délaissés finalement, parce que c'est souvent ce qu'ils ressentent entre les Jeux. Alors de leur donner comme ça régulièrement de la visibilité, quelle que soit la plateforme, ça c'est bon pour eux, puis c'est bon pour nous, donc je le fais volontiers. Parce que c'est un rôle quand même très important de pouvoir rapporter ces exploits qui inspirent les gens, et pas nécessairement à faire un sport quelconque, mais qui peut inspirer au quotidien. Tu sais, Bertrand, moi j'ai choisi le sport d'abord parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. À l'époque, c'était le tennis là qui était le sport à la mode, donc j'ai fait beaucoup de tennis. J'ai fait beaucoup de courses à pied. J'ai fait le marathon à quelques reprises. Je regarde du coin de l'œil le pont Jacques-Cartier. J'étais sur le pont, moi, au marathon de 1983, à l'époque où c'était à la mode de courir le marathon, qui était dirigé à l'époque par Serge Arsenault et son frère. Serge, qui est un des illustres prédécesseurs à Radio-Canada, au sport. Donc, beaucoup de courses à pied, puis beaucoup de tennis. Et ça, c'est forcément, ça nous aide à comprendre tout le travail qu'il y a derrière l'athlète. Alors pour moi, le sport, c'est le travail de l'athlète, c'est l'abnégation de l'athlète, et c'est la beauté du geste. Parce qu'aujourd'hui, le sport peut être corrompu par l'argent, mais je me souviens de conversations que j'avais eues à l'époque avec mes collègues Richard Garneau et René Potier, qui me disaient: Philippe, ne te laisse pas abattre ou distraire par ce qui peut en effet parasiter le sport. C'est essentiellement l'argent et le dopage. L'argent dans le sport professionnel et le dopage dans le sport olympique. Donc, te laisse pas parasiter par ça et concentre-toi sur la beauté du geste. Et j'ai toujours retenu cette leçon-là, et c'est pour ça que ça me passionne toujours autant. Et tu vas me dire, la beauté du geste est difficile en Formule 1 parce qu'on le voit pas, l'athlète. Il est enfermé dans un cockpit et tout ce qu'on voit, c'est des voitures tournées. Non. Pour moi, il y a la beauté du geste d'une monoplace qui prend bien son point de corde, parce que tout ça, tu m'as appris ça, là, quand j'étais plus jeune, donc qui prend bien
bien son point de corde, ou le pilote qui contrebraque quand il voit que sa voiture lui échappe. Tout ça, c'est superbe à décrire. Et, euh, et c'est donc pour ça que le sport me passionne autant. C'est vraiment, vraiment la beauté du geste. C'est vrai que parfois, il faut faire un gros effort pour séparer tout ce qui parasite le sport et se concentrer sur la beauté du geste. C'est pas toujours évident, notamment en Formule 1. On pourrait en parler longtemps, mais il reste que, à la base, il y a le geste de l'athlète et l'abnégation de l'athlète, et c'est ça que j'aime toujours autant. Ben, dans cette optique-là, Gilles Villeneuve est peut-être un bel exemple parce que on se retrouve avec un pilote qui a remporté seulement 6 grands prix, mais lorsqu'on voyait Gilles Villeneuve en piste, ce qu'il donnait, ce qu'il dégageait, c'était exceptionnel. Oui, Gilles Villeneuve, on vient de fêter les 40 ans de sa mort, donc ça a rappelé toutes sortes de souvenirs. À Radio-Canada, on a mis pas mal d'images sur le site web euh, avec des articles que nous avons écrits. Euh, Nous avons parlé très, très récemment à Patrick Tambay, qui a suivi Gilles dans la Ferrari 27, après la mort de Gilles. Bon, Patrick Tambay qui est diminué là par la maladie de Parkinson, mais qui a encore de grands souvenirs de Gilles. Et il nous disait que Gilles traverse les époques. On ne l'oublie pas. Et c'est vrai que, son palmarès, c'est pas énorme, mais c'était son panache, Bertrand. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un grand palmarès quand vous avez autant de panache. Il a marqué, l'histoire de Ferrari. Bien sûr, Enzo Ferrari l'a beaucoup aimé, parce qu'il ne serait pas resté longtemps si Enzo Ferrari l'avait pas autant aimé, parce que les premiers mois ont été bien difficiles chez Ferrari. Il a eu beaucoup de sorties de piste au tout début de sa carrière. Et c'est Enzo Ferrari qui tenait à ce qu'il garde son volant. Alors que chez Ferrari, on n'était pas trop sûr de ce petit Québécois là qui en mettait un petit peu trop en piste. Mais bon, il nous a quand même beaucoup marqué par, je veux dire, son côté spectaculaire. Il était spectaculaire, il était un petit peu téméraire aussi. Il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on pourrait rappeler, bien évidemment, quand il essayait de passer dans une chicane. Puis il faisait un pari avec ses mécaniciens en leur disant « je suis capable de passer à fond ». Puis il essayait, puis là, il détruisait l'auto dans la chicane, puis il revenait en disant « bon, j'ai perdu mon pari, vous aviez raison, on n'est pas capable de passer à fond ». Alors c'était ça Gilles Villeneuve. Aujourd'hui, les pilotes ne pourraient plus faire ça. C'était une toute autre façon de voir la course. Alors, je pense que Gilles Villeneuve, bien sûr, chez nous, il nous a beaucoup marqué, surtout ceux qui ont suivi la F1, mais il reste un athlète d'exception au Québec. On vient de perdre Guy Lafleur, même genre d'athlète, athlète d'exception. Et les deux, d'ailleurs, étaient très, très, très amis. D'ailleurs, je peux vous dire que le Grand Prix du Canada cette année, puisque j'ai parlé tout récemment à François Dumontier, le président du Grand Prix, le Grand Prix du Canada rendra hommage à Guy Lafleur, mais François n'a pas voulu me dire de quelle façon. Ah. Mais il y aura un hommage à Guy Lafleur lors du Grand Prix du Canada. Donc Gilles, il nous a marqué pour toutes sortes de raisons. Moi, je me souviens très précisément du jour de sa mort, un moment triste, bien évidemment. J'ai vécu en direct ses 6 victoires, également toutes ses sorties de piste, bien évidemment, son combat avec René Arnoux à Dijon, c'est des moments extraordinaires. À l'époque, j'étais pas encore dans le journalisme sportif. C'était vraiment, pour moi, c'était une idole de jeunesse. J'avais Björn Borg au tennis parce qu'il gagnait tout, ou en tout cas, il gagnait Wimbledon à chaque année, et Roland Garros. Et il y avait Gilles Villeneuve. Alors, ce sont ces deux athlètes, moi, qui m'ont fait grandir dans l'adolescence, qui m'ont fait aimer le sport, mais plus que ça, qui ont fait
qui ont fait que le sport est devenu ma passion. Et puis Gilles Villeneuve, ben, je l'ai suivi. Donc j'ai été au Grand Prix du Canada comme spectateur en 80-81. Comme je vous disais tantôt, j'ai une belle photo dans ma chambre de Gilles à la sortie du virage Sénat, parce qu'on était toujours installé à la sortie du virage Sénat. À l'époque, les gradins très chers à l'époque, là, mais en tout cas payants, étaient beaucoup plus petits. Mais nous, on était en admission générale dans le gazon, juste à côté, contre la clôture. Et écoutez, je garde encore un souvenir ému de la course de 1980. Donc, j'ai la photo encore chez moi, que j'ai prise moi-même. Parce que vous vous souvenez, en 80, la Ferrari était pas bonne. Non, il non. est parti 22e ou 23e, il avait fini 5e. Et puis, je faisais le tour par tour, là, j'écrivais le tour par tour dans mon guide souvenir, là. Et finir 5e, c'était exceptionnel. Et dans son tour d'honneur, on lui a dit bravo. On a fait des grands signes, bravo, et il nous a envoyé la main. Et je suis sûr que c'est à moi qu'il a envoyé la main, Bertrand. Je suis sûr que c'est à moi. Alors, j'en garde un souvenir ému et ne me dites pas le contraire. Je suis sûr que c'est à moi qu'il a envoyé la main et je le vois encore me faire un petit signe à la sortie du virage Sénat. Bon, après ça, Gilles est mort, mais son souvenir est resté. J'ai suivi donc Patrick Tremblay qui l'a remplacé, René Arnoux, des pilotes que j'ai interviewés souvent à propos de Gilles et à propos de leur carrière respective. Mais Gilles, pour toutes ces raisons-là, reste gravé dans ma mémoire, alors que je ne l'ai pas rencontré personnellement. Hein. Je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais interviewé, Gilles. Mais vous êtes envoyé la main. Mais il m'a envoyé la main. Ah, ça, je l'oublierai pas. Je l'ai pas pris en photo, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces téléphones, vous savez, perfectionnés, puis on prenait pas 12 photos à la seconde. Moi, j'avais mon petit Kodak en carton, là. Alors, je prenais des photos de temps en temps, mais et c'est pour ça que j'en ai une bonne de Gilles que j'ai prise. Mais à la fin de la course, il m'a envoyé la main. Ah, ça, je le sais. C'était une toute autre époque et lorsqu'on regarde les époques, il y a eu l'époque de Bernie Ecclestone et aujourd'hui Liberty Media. T'es capable de nous parler de cette transition qu'il y a eu et qui a été, je pense, assez marquante. Oui, l'évolution de la F1 a été, je dirais, exponentielle. Bernie Ecclestone a fait énormément pour que le sport devienne ce qu'il est aujourd'hui. Après mes années comme spectateur au Grand Prix du Canada, j'ai eu le bonheur de travailler pour l'Association des chronométreurs du Québec, l'ACQ, et nous étions l'équipe de chronométreurs substitut de l'équipe officielle de chronométrage du Grand Prix du Canada. On l'a fait pendant 2 ans. Je pense que c'était 85-86. C'était à l'époque où il y avait Stefan Johansson qui était chez Ferrari. Oui, il y avait Michele Alboreto. Et Michele Alboreto, exactement. Donc, et on voyait déjà là que le sport se professionnalisait. Et ça, c'est grâce à Bernie Ecclestone. Je vous donne une anecdote. Je travaille au Grand Prix du Canada. Oui, en fait, je travaille pour Radio-Canada au Grand Prix du Canada. Je me souviens plus quelle année, mais c'est pas très grave. Et je fais le tour du circuit avec notre réalisateur. Et là, notre réalisateur, il regarde ses positions de caméra parce que nous avions les droits. Et là, il dit, moi, ça, là, ça marche pas trop, faut que j'aille voir Bernie. Alors moi, je suis tout impressionné, c'est au début de ma carrière. Puis là, notre réalisateur demande à voir Bernie qui était en réunion dans une roulotte. Puis le réalisateur dit, non, j'ai quelque chose à lui dire parce que ces panneaux publicitaires sont mal placés. Alors, il y a une dame qui fait le message à Bernie. Il sort dans les 2 minutes. Ça n'a pas pris 2 minutes, Bertrand. Il est sorti de la roulotte. Puis il vient vers nous, puis il vient voir notre réalisateur. Il dit, What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis là, notre réalisateur lui explique, écoutez, à l'époque, c'est Radio-Canada qui offrait les images au monde entier. Donc, Radio-Canada, le réalisateur lui a dit, moi, ma position de caméra, elle est là. Puis vos panneaux publicitaires sont
on les verra pas parce ils sont pas placés au bon endroit. Faudrait les placer à tel endroit. 1 heure plus tard, Bertrand, les panneaux publicitaires avaient changé de place et ils étaient au bon endroit face aux caméras de Radio-Canada. Alors, vous voyez, le sport, la F1 s'est professionnalisée avec Bernie qui avait l'œil, qui comprenait l'importance de la télé à l'époque. Et j'ai vu cette évolution, et évidemment, de l'intérieur, avec toutes ces années à couvrir le Grand Prix pour Radio-Canada. Le Grand Prix a été, le Grand Prix du Canada était un très, très grand rendez-vous quand Jacques était là, 96, 97. 96, finit deuxième. 97, il rentre dans le mur du Québec au deuxième tour. Mais là, il y avait un engouement extraordinaire et le sport, je pense, en tout cas chez nous, était au sommet de ce qu'il pouvait offrir. C'est-à-dire que c'était très professionnel, c'était encore un sport. Le sport dominait et non pas le spectacle à tout prix. Et aujourd'hui, et je veux pas rentrer dans ce débat-là, à moins que tu m'y invites, mais aujourd'hui, on sent que la F1 est devenue un joujou politique pour plusieurs pays, et ça m'agace royalement. On oublie le sport, mais on l'utilise comme levier politique. Ça, j'aime pas ça. Mais donc, j'ai vu cette transition. Je trouve que dans les années 90 et 2000, le sport a été très beau. À tous les points de vue. Dans les années 2000, on a commencé à changer plus régulièrement les règlements. Donc là, on commençait à s'y perdre. Modification des règlements, que ce soit règlement sportif ou règlement technique. Et après ça, on est tombé dans ce que je viens d'appeler la joute politique dans les années, fin des années 2010, là, avec l'ajout de pays qui apportent pas grand-chose à la F1, selon moi, à part beaucoup d'argent à la FOM avec des contrats de 10 ans. Alors, je trouve qu'on est allé un peu à l'autre bout du spectre et on en fait un petit peu trop. Mais c'est pour ça que je dis, moi, je reviens toujours à la beauté du geste. Alors, je me concentre sur la course, sur le Grand Prix, sur la séance de qualification, sur le Grand Prix lui-même, et je regarde ce que font les pilotes en piste. Parce qu'une fois que les pilotes sont en piste, il n'y a plus cette joute politique. On se concentre sur la course. Ça redevient un sport, le temps du Grand Prix, donc le temps d'1 heure et demie. Et le spectacle, pour moi, est toujours aussi beau, surtout avec les nouvelles voitures, puis les nouvelles forces en présence, le retour de Ferrari. Alors, ça crée vous savez, un nouvel engouement, je trouve. Est-ce que je me trompe ou à l'ère de Bernie Ecclestone, c'était quand même assez caché au niveau de la vie privée des pilotes, au niveau des équipes. Et là, avec Liberté Média et notamment Drive to Survive sur Netflix, qui a emmené à connaître davantage les acteurs, ce qui fait en sorte que les gens s'intéressent plus au sport. Ah, c'est sûr que la série Drive to Survive a aidé énormément à aller chercher une clientèle qui ne regardait pas la F1 avant, une clientèle qui aime mieux les jeux de coulisses, les chicanes. Il y a des trucs intéressants sur dans la série. Depuis qu'on a appris que il s'amusait un petit peu avec la réalité, à déformer la réalité pour donner un petit peu plus vous savez, pour dynamiser un peu la série, ils ont un petit peu joué avec la réalité. Moi, j'aime moins ça. Mais il reste que, oui, c'est vrai que ça a amené une toute nouvelle clientèle. Je pense que Bernie Ecclestone aurait beaucoup aimé avoir cette idée-là. Il l'a pas eu. Il reste qu'il a eu d'autres bonnes idées. C'est pas tant la série Drive to Survive que l'apparition des réseaux sociaux. Ça, Bertrand, les réseaux sociaux, là, depuis une dizaine d'années, ça a changé complètement la façon dont on couvre le sport et d'autres événements. Mais dans mon cas, c'est le sport. Parce que nous ne sommes plus les seuls à rapporter ce qui se passe. Maintenant, tout le monde
peut écrire toutes sortes de choses sur n'importe quoi. Alors, des gens qui sont à des événements sportifs, puis qui prennent des photos à droite, à gauche, puis qui font des petits bouts de film. Alors, on voit ça sur les réseaux sociaux. Et ça, trop, c'est comme pas assez. Dans le temps de Bernie Ecclestone, on n'en voyait pas assez sur l'envers du décor. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le quotidien des pilotes. Et maintenant, on le voit beaucoup trop. En raison, de ces réseaux sociaux qui sont omniprésents et des réseaux sociaux qui, finalement, présentent plein de choses de très intéressantes comme plein de choses de pas intéressantes du tout. Et qui peuvent parasiter un peu ce qu'on peut apprendre du sport, des événements sportifs ou des athlètes. Donc, je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui ont changé la donne. Et là, Netflix arrivant dans le portrait, dans cet environnement où on voulait de plus en plus en savoir sur ce qui se passait en dehors de la piste, ben là, ils ont eu cette idée extraordinaire, l'arrivée de Liberty Media qui a permis justement à Netflix d'installer ses caméras un peu partout. Les équipes ont joué le jeu, pas toutes, hein, vous vous souvenez. Tu te souviens, Bertrand? Au début, ni Ferrari ni McLaren n'ont voulu rentrer dans la danse. Et Mercedes, oui. Mercedes, oui, c'était Mercedes d'ailleurs, c'était pas McLaren. Des Mercedes et Ferrari n'ont pas voulu. Puis après ça, bon, elles ont compris l'intérêt qu'elles pouvaient aller chercher. Mais au début, elles étaient toutes les deux assez méfiantes. Est-ce qu'il faut à tout prix montrer ce qui se passe derrière le décor? Je pense qu'il faut garder une certaine aura. Il faut que la F1 garde un certain mystère. Ce sont des athlètes en dehors de l'ordinaire, plus grands que nature. Quand on roule à 350 km/h et qu'on fait des tours en apnée, notamment à Monaco, parce qu'il y a trop de changements de vitesse. Puis vous avez maintenant 27 boutons sur le volant. Il faut savoir sur quel bouton appuyer à chaque tour, des modifications de réglage. Ça devient, rappelez-vous, hein, la phrase de Fernando Alonso. Moi, j'ai appris à piloter une auto. Maintenant, on me demande de piloter une navette spatiale. C'est plus du tout la même chose. Alors, à un moment donné, c'est ça. Alors, est-ce que le côté jeu de coulisses avantage ou donne un intérêt supplémentaire à la F1? Je pense que ça a élargi, en effet, le bassin de téléspectateurs, de spectateurs, d'amateurs. Et ça, c'est très bon pour la F1. Les chiffres sont là pour le prouver. Est-ce que ça a aidé au spectacle? Je serais pas prêt à dire ça, mais là, je pourrais peut-être trahir un peu mon âge. Je suis pas vraiment de la génération des réseaux sociaux et je trouve que ils sont un peu envahissants. Alors, puis après ça, l'autre aspect, c'est le nombre de grands prix par saison. Quand il y en avait 14, 16, il y avait ce côté, on attendait le Grand Prix aux 2 semaines, puis la saison était pas très longue. Là, on s'en va de plus en plus vers des saisons genre NASCAR. Ils en ont 35 en NASCAR, 36. Bon, là, on en est à 23 en F1. Ça commence mi-mars, ça finit au mois de décembre. Ça fait un peu beaucoup. Mais Liberty Media comprend comment ça fonctionne et puis, évidemment, veulent un retour sur leur investissement. C'est pour ça que on en est rendu là. Et la saison 2022 est bien entamée. Comment vois-tu le championnat alors qu'on risque encore d'avoir une bonne lutte, mais pas avec les mêmes acteurs? Il y a toujours une interrogation quand il y a des changements réglementaires importants. Qui va réussir sa voiture et qui va la rater? Et puis, là, on se rend compte que Mercedes-Benz a beaucoup de problèmes avec sa voiture et que Ferrari, qui paraît-il a travaillé sur la SF75 de cette année depuis 2 ans, paraît-il, visiblement a beaucoup mieux interprété
la nouvelle réglementation. Moi, je suis très content que Ferrari revienne à l'avant-scène. J'ai pas souvent été d'accord avec Bernie Ecclestone, mais je suis d'accord quand il dit que la F1, c'est Ferrari. Sans Ferrari, il n'y a pas de F1. Ça, je suis d'accord avec lui. Donc, je suis très content que Ferrari revienne à l'avant-scène. Je suis très content qu'ils aient réussi à bien comprendre le règlement, à bien l'interpréter. Ils ont un excellent duo de pilotes. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a souvent dit que Ferrari travaillait de façon brouillonne, sont des Italiens, ils ont du mal à développer l'auto. Bon, vous allez me dire, c'est plein d'ingénieurs britanniques chez Ferrari depuis longtemps, mais c'est l'impression, vous savez, c'est que chez Ferrari, c'est la méthode italienne. Voilà. Moi, j'aime pas entendre ça, et je suis content que Ferrari prouve le contraire à tout le monde cette année, en ayant une voiture qui fonctionne bien et en réussissant à l'adapter en fonction des circuits. Et en pouvant, résultat, en permettant à Leclerc et à Sainz fils de se battre pour le titre. En tout cas, Leclerc, jusqu'à maintenant, de se battre pour le titre. Ça, je trouve ça très bien. Évidemment, je suis d'accord avec toi, il y a ce côté un peu nostalgique, le souvenir de Gilles, bien entendu. Mais moi, je suis très content que Ferrari revienne à l'avant-scène et je suis content qu'il y ait encore une bataille pour le titre. C'est pas mauvais qu'une équipe domine, ça prouve qu'elle a bien travaillé. Quand elle domine 4, 5, 6 ans, comme l'a fait Mercedes-Benz, ça peut devenir lassant pour les gens qui ne s'intéressent pas, qui ne suivent pas assidûment la F1. Mais je peux comprendre que ça puisse jouer sur les codes d'écoute notamment. Donc, il y a un duel, une bataille entre deux équipes rivales et non pas entre deux coéquipiers. Je trouve ça bien. Donc, l'année dernière, Mercedes-Benz et Red Bull. Et cette année, Ferrari et Red Bull. Et on verra si Mercedes-Benz sera capable de faire quelque chose. Je lisais qu'il pourrait revoir complètement l'aérodynamique de la voiture, faire une version B là, de la Mercedes-Benz de cette saison, parce qu'ils se rendent compte qu'après 5 courses, ils n'arrivent pas à trouver le bobo puis à donner une bonne auto. J'allais dire une bonne auto au pilote. En fait, George Russell se débrouille beaucoup mieux que Lewis Hamilton avec la voiture de cette année. Pourquoi a-t-il cette capacité à compenser les carences de la voiture par une finesse d'analyse que n'a peut-être pas Lewis Hamilton? Moi, je sais pas, je connais pas trop George Russell. Il reste que, Mercedes-Benz a du travail à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Voir comment Mercedes-Benz va pouvoir progresser dans cette saison. Est-ce qu'ils vont la laisser tomber pour se concentrer sur 2023? Mais en tout cas, on a encore une fois une très belle bataille pour le titre. Et ça, écoute, ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça fait changement parce que Lewis Hamilton a remporté des titres, je dirais pas de façon facilement, mais il a remporté 7 titres de championnat du monde. Et moi, j'ai toujours dit qu'on voit un bon pilote, pas nécessairement quand ça va bien, mais quand ça va mal. Et là, il a approuvé quelque chose avec notamment un coéquipier ultra rapide. Et ça, mentalement, est-ce que ça pourrait emmener Lewis Hamilton à la retraite? Ce que je disais à la fin de la saison dernière, Bertrand, c'est que Lewis Hamilton, au terme d'une saison éprouvante, là, très, très dure, son combat contre Max Verstappen, je disais à la fin de la saison dernière, il faut absolument qu'il remporte son 8e titre cette année. Parce que s'il ne gagne pas en 2021 son 8e titre et qu'il ne passe pas devant Michael Schumacher, pas sûr qu'il aura une autre occasion de se retrouver tout seul en haut, là, sur le piédestal, là, parce que pour l'instant, Schumacher est là, et Hamilton. Et pas sûr qu'il retrouve une autre occasion, surtout que cette année, ce sont de nouvelles voitures, et on le sait, en F1, d'une année à l'autre, la victoire n'est pas forcément au rendez-vous, dépendamment
de la qualité de l'auto. Rappelez-vous Jacques Villeneuve en 97 qui gagne le titre et en 98 qui monte péniblement sur le podium avec la Williams. Donc, moi je me disais, il faut que Lewis Hamilton remporte le titre en 2021. Il ne l'a pas remporté. Je me disais, s'il remporte son 8e titre, il va prendre sa retraite. Il n'aura plus rien à prouver. Il aura fait ce qu'il avait à faire en gagnant toutes ses courses, autant en Grand Prix qu'en qualification, d'ailleurs, en nombre de pole position. Un palmarès exceptionnel. Et puis, il a profité d'une période où Mercedes-Benz était au top. Il peut pas faire mieux. Il ne peut que redescendre après. Alors, c'est pas que je voulais qu'il l'emporte, mais je me disais, pour lui, là, pour sa carrière, ça va être beaucoup plus simple dans sa tête après de gérer une éventuelle décision à prendre s'il remporte le titre. Bon, il ne l'a pas remporté dans des conditions difficiles, pas très claires non plus, là. Mais bon, c'est pas lui qui l'a eu, c'est Max Verstappen. Donc là, Lewis Hamilton se retrouve en 2022 dans cette position où il a décidé de continuer. Il veut remporter son 8e titre, mais la voiture est pas bonne. Alors là, de se motiver, de se remotiver en se disant, est-ce que j'arriverai à remporter ce 8e titre? Surtout que, avec George Russell, qui, on s'en rend compte, semble être maintenant le pilote d'avenir de Mercedes-Benz, Lewis Hamilton n'a plus la même place qu'il avait avant chez Mercedes-Benz. Alors, c'est plus dur pour lui. Moi, je suis pas sûr qu'il pourra, d'ici la fin de sa carrière, remporter un 8e titre. Je pense que il va se démotiver plus facilement, à moins que on trouve la recette et qu'il recommence à gagner. Bon, la F1, vous savez, c'est un sport très complexe. Et donc, moi, ça me paraît difficile pour Mercedes-Benz cette année. Bon, il a renouvelé son contrat, mais il reste que ce sera dur pour lui. Et George Russell a maintenant tous les atouts en main pour faire mieux que Lewis Hamilton. Et s'il bat Hamilton régulièrement, on le sait, hein, je veux dire, battre son coéquipier, c'est battre son premier adversaire. Et ça, dans la tête de Lewis Hamilton, ça va le travailler certainement un petit peu. En tout cas, ça va être une saison à suivre avec vraiment d'intérêt. On pourra voir tes reportages au cours de la saison. Philippe, un grand merci de ton partage de ta carrière, de ta passion, de nous avoir toujours depuis plus de 30 ans nourris d'exploits et de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Philippe. J'ai été très, très privilégié de te parler, Bertrand. Merci de l'invitation. J'ai été privilégié de travailler à Radio-Canada au sport. J'ai été privilégié de couvrir le Grand Prix et la F1 aussi longtemps et de suivre des saisons extraordinaires, de croiser des pilotes extraordinaires. Et cette passion, pour l'instant, je l'ai toujours. Et même quand j'aurai pris ma retraite de journaliste, cette passion de la F1, pour la beauté du geste, ne se perdra pas. Alors, franchement, là, je suis très, très privilégié. Merci à toi. Merci, Philippe. Philippe Crépeau, quel grand journaliste, un gars qui aime le sport, qui aime la communication, qui le partage très bien. C'est déjà tout pour Plein mon casque. Je vous invite à suivre nos émissions sur plainmoncasque.com ainsi que sur toutes les plateformes de balado disponibles. Mon nom est Bertrand Godin et je vous dis à bientôt.